l'invité de la matinale. KTO Radio. Les députés ont repris lundi en milieu d'après-midi l'examen du projet de loi sur la fin de vie, séparé désormais en deux propositions. L'une sur les soins palliatifs, l'autre autorisant pour la première fois sous condition l'accès à l'euthanasie et au suicide assisté au travers d'un nouveau droit à l'aide à mourir. C'est en tout cas la formule retenue. On décrypte ce matin les enjeux de ce débat à l'Assemblée nationale avec Tugdual Derville. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de l'association Alliance Vita que l'on connaît bien sur KTO. Ce qui change par rapport au précédent projet, c'est d'abord le fait que les deux volets, le suicide assisté et le volet soins palliatifs, sont désormais séparés. C'est une bonne chose ? C'est à la fois une bonne chose parce que ça permet à des parlementaires de voter une des lois, nous l'espérons, la loi sur les soins palliatifs, et de rejeter l'autre, c'est toujours possible. Mais c'est aussi un piège parce qu'on discute en même temps ces deux sujets alors que les lois en réalité sont incompatibles. On ne peut pas à la fois tout faire pour soigner, protéger, accompagner la personne sans porter atteinte à sa vie, sans la tuer, et puis de l'autre côté organiser sous une expression très piégeuse d'aide à mourir qui dissimule soigneusement ce qu'elle ne veut pas nommer, euthanasie et suicide assisté, une autre loi. Vous voyez, donc ces deux lois, il y a le risque qu'aux yeux de l'opinion publique, la promotion des soins palliatifs serve d'alibi à la levée de l'interdit de tuer entre soignants et soignés, alors que c'est la condition première de la déontologie médicale. Tugdual Derville, je le disais en introduction, il y a cette nouvelle notion qui apparaît dans le volet du projet de loi sur l'euthanasie, c'est celui de droit à l'aide à mourir, notamment la notion de droit qui apparaît ici, disparaît également celui de pronostic vital engagé dans le texte de la Commission. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, c'est le terme précisément de la perspective de la mort qui a été supprimé par rapport au projet de loi de l'an dernier, qui était déjà extrêmement mauvais, qui avait été aggravé déjà en commission spéciale. Cette fois, il n'y a plus de terme, c'est-à-dire que la personne peut être atteinte d'une maladie, la formule exacte c'est une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage son pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Donc, quand on regarde ce qui a caché derrière cette terminologie, et la haute autorité de la santé vient d'ailleurs de décrypter ces formules en disant qu'elles sont trop floues, et qu'elles permettent beaucoup de choses. Une personne qui découvre qu'elle a un cancer avec déjà des métastases, on sait désormais que le pronostic certes vital est engagé, mais qu'on ne sait pas quand la personne terminera ses jours, ni même si elle terminera ses jours à cause de ce cancer. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Eh bien, une personne pourra demander et obtenir l'euthanasie ou le suicide assisté, alors même qu'elle a encore des années à vivre. Donc ce n'est plus du tout d'ailleurs une loi pour, entre guillemets, la fin de vie, mais c'est pour mettre en fin de vie des personnes qui seraient gravement malades et qui auraient des souffrances, notamment, et c'est une des clés très lourdes et graves de conséquences, des souffrances uniquement psychologiques, selon elle. Oui. Donc la personne va dire, par exemple, elle pourra dire je refuse des traitements, y compris antidouleurs et des soins, ça peut arriver, elle peut refuser des soins et dire mais je souffre d'une manière psychologique insupportable selon moi, et cette personne, à cause de cette affection qu'elle porte et qu'elle ne veut peut-être pas soigner, eh bien, aura accès immédiatement, si un médecin est d'accord, à l'euthanasie ou au suicide assisté. Ça, c'est gravissime. Quelles sont en l'état du texte les conditions d'admission au suicide assisté ? Eh bien, l'affection grave et incurable, le pronostic engagé, vital engagé, c'est-à-dire la personne a une maladie qui peut éventuellement provoquer sa mort, en phase avancée ou terminale, et qu'elle présente une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection, qui soit réfractaire au traitement, c'est-à-dire que la personne n'arriverait pas à la soulager, c'est absolument exceptionnel, soit insupportable selon la personne lorsqu'elle a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter un traitement. Et puis par ailleurs, il faut qu'elle soit majeure pour le moment, parce que les promoteurs de la loi ont laissé entendre qu'il valait mieux aujourd'hui ne pas l'offrir aux mineurs pour que la loi passe plus facilement. Voilà, on ne peut pas être dupe. Et puis, il faut aussi manifester une volonté de façon libre et éclairée. Mais je note aussi que la personne qui a une souffrance uniquement psychologique, eh bien, il n'est
n'est pas prévu qu'elle voie un psychiatre ou un psychologue, qu'elle soit accompagnée sur ce plan, non, un médecin seul qui a une autre spécialité pourra trancher. L'ancienne ministre de la Santé qui a rédigé le projet de loi initial, Agnès Firmin-Lebaudot, déplore un élargissement des critères d'admission. Que pensez-vous de ces critères qui ont été proposés Bien, au fond, ça a le grand mérite de faire sortir le loup du bois. Nous avions pu dire l'an dernier que les critères proposés par le gouvernement étaient invérifiables et que c'était des digues en papier mâché, parce qu'à chaque fois on prétend, on affirme, et plus on affirme fort, plus c'est faux, que c'est solide, encadré, ultime recours, dit même encore aujourd'hui l'exposé des motifs de cette loi. Et puis on voit que toutes les digues tombent les unes après les autres. Elles sont tombées déjà en commission des affaires sociales, et puis l'auteur de la proposition de loi actuelle, Olivier Falorni, ne cache pas sa volonté d'introduire simplement ce qu'il appelle, en dissimulant les mots, une aide à mourir. Et donc, oui, c'est vrai, les critères sont extrêmement larges. Ça permet au moins à de nombreuses personnes de prendre conscience de l'enjeu. Et nous avons fait venir en France à plusieurs reprises le professeur Theo Bourg, qui est un professeur hollandais, qui était favorable initialement à la loi d'euthanasie de son pays, qui a été membre de sa commission de contrôle et qui est venu nous dire en France à plusieurs reprises, il a publié des tribunes dans la presse, qu'il n'y avait pas de possibilité de contrôler le développement de l'euthanasie ou du suicide assisté à partir du moment où on lève cet interdit. Il y a des lois qu'une exception ruine, en fait. Et à partir du moment où vous levez l'interdit pour quelques-uns, pourquoi ne pas le faire pour d'autres et pour d'autres et pour d'autres? Et c'est ce qu'on voit en Belgique, en Hollande, au Canada, dans les rares pays qui ont légalisé l'euthanasie, où on commence par des cas qu'on prétend ou qu'on dit ultimes, et on essaye d'ailleurs de provoquer beaucoup d'émotions sur ces situations, et ensuite on balaye tous les critères initiaux. Et voilà qu'au Canada, des personnes qui ont uniquement un handicap physique peuvent accéder à ce qu'ils appellent l'aide médicale à mourir. Et voilà aussi qu'au Canada, des personnes porteuses de handicap disent « je choisis cette euthanasie, non pas parce que je ne veux plus vivre, mais parce qu'on ne m'apporte pas les soins suffisants, les soins nécessaires pour que je vive correctement ». Et c'est le grand risque que nous voyons aujourd'hui, c'est que par défaut de soins, dans l'état de notre système de santé, des personnes se trouvent comme forcés, incités par l'opinion publique, par ce qu'ils croient être leur inutilité, le poids qu'ils pèsent sur la société, ils vont se réfugier dans l'euthanasie ou le suicide assisté, comme c'était ce qu'on leur demandait. C'est une menace directe pour les plus vulnérables ? C'est exactement le cas, c'est vrai. C'est le grand risque. Quand vous êtes isolé, quand vous n'avez pas de soutien autour de vous, lorsque on vous l'a laissé tomber, lorsque vous êtes dans un endroit où vous avez peu de visites, eh bien la tentation est grande de se dire finalement à quoi bon vivre. Et c'est l'immense risque et le choix très difficile que nous avons à faire dans notre société. Soit on pousse vers l'auto-exclusion les plus fragiles, en leur laissant entendre qu'ils sont un poids, qu'ils sont inutiles et que leur vie a fait son temps, soit on s'engage. Et ça demande du temps, de l'énergie, des moyens aussi, bien sûr, et beaucoup de cœur auprès de ceux qui sont les plus fragiles, les plus seuls, les plus isolés, les plus précaires, pour en prendre soin. Et là, ça détermine bien sûr la qualité de notre civilisation. C'est pour ça que c'est une loi absolument gravissime qui est en passe d'être votée. Qu'est-ce qui vous inquiète, vous révolte le plus, Tugdual Derville ? Ce qui me révolte le plus, c'est le mensonge sur les mots. Parce que quel est le sens d'une liberté d'un débat lorsque on interdit pratiquement dans la loi, puisque ça ne figure pas dans la loi, les mots euthanasie, le mot suicide. Ce qui me révolte beaucoup, c'est que cette prévention du suicide, qui est universelle, dont nous savons bien à quel point elle est nécessaire. Nous sommes tous touchés de près ou de loin par des personnes qui ont pu mettre fin à leur jour dans des moments de désespérance. Lever cette prévention du suicide pour certaines personnes, justement sur les plus fragiles, les plus souffrants, qu'il faudrait accompagner, qu'il faudrait soulager, eh bien c'est pousser vers la sortie ces personnes. Et là, je pense qu'on joue vraiment avec le feu. J'avais en son temps écrit avec Philippe Pozzo di Borgo, vous savez, qui était le héros de Intouchable, qui nous a quittés maintenant il y a un peu plus d'1 an, une tribune avec un grand spécialiste de la prévention du suicide, le professeur Jean-Louis Terra. Il disait attention, on joue avec le feu quand une personne demande l'euthanasie. Qui
dit qu'elle n'est pas dans une phase de dépression, qu'on pourrait accompagner et soulager. Voilà, il y a un énorme risque effectivement que cette prévention du suicide s'effondre, et c'est ce qu'on a observé en Hollande, et c'est la raison pour laquelle Théo Bourg nous dit faites attention, je pensais que le suicide diminuerait avec l'euthanasie, il a en réalité augmenté. En même temps, c'est un sentiment normal, voire légitime d'éprouver de la peur face à sa propre souffrance ou celle d'un proche. Ah oui, vous avez raison, mais c'est très important de noter que là, on nous présente au fond un choix truqué, hein, soit souffrir de manière insupportable, soit mourir de manière paisible. L'euthanasie n'est pas une mort paisible, hein, ça laisse des traces considérables, y compris chez les proches, qui peuvent être divisés, les soignants qui sont obligés de passer à l'acte, et même s'il y a une clause de conscience dans la loi. Et puis, il faut effectivement reconnaître qu'il est naturel, il est normal des personnes à certains moments d'avoir envie de mourir. Je me souviens d'une personne qui disait, justement, elle le disait avec un grand sourire parce qu'elle était en soins palliatifs, elle disait j'avais envie de mourir. Mais voilà qu'on a pu la soulager, lui donner tous ces médicaments antidouleurs, cet accompagnement psychologique qui soulage. Hein. Les personnes qui arrivent en soins palliatifs, il y en a 3% qui demandent l'euthanasie. Une semaine après, il n'y en a plus que 0,3%. C'est dire l'impact d'une qualité de soins. Or, en France, aujourd'hui, il n'y a que la moitié des patients qui ont besoin de soins palliatifs qui y ont accès. Vous voyez, on va les pousser vers la désespérance alors que nous avons les moyens de les aider à ne pas désespérer en les soulageant. Et il faut bien redire, et peut-être merci de la question, parce que nous sommes contre l'acharnement thérapeutique, nous sommes pour les soins antidouleurs, les traitements antidouleurs, l'accompagnement, mais bien sûr contre l'euthanasie et le suicide assisté qui sont la négation même de l'accompagnement. Les représentants des principaux cultes en France, catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans et bouddhistes, ont mis en garde ce jeudi 15 mai hier contre les graves dérives et le basculement radical que pourrait provoquer, selon eux, la proposition de loi sur l'aide à mourir. Comment comprendre que cette unanimité des religions n'a pas fait davantage d'impact ? Eh bien, d'abord, c'est remarquable qu'il y ait cette unanimité. Ensuite, il faut noter que la raison seule, l'expérience des soignants notamment, suffit pour récuser ce basculement anthropologique, ce basculement de société qui ouvre la porte à l'administration de la mort par un soignant. Nous redisons que la mort n'est pas un soin. Et ensuite, nous sommes dans une société, nous le savons, où il y a une forme de méfiance, de défiance face à la dynamique spirituelle. Il y a à la fois une immense attente parce que nos cœurs sont épris d'absolu. Et puis, il y a une forme de réaction, je dirais, un peu adolescente dans la société française où on essaie de récuser tout ce qui est normes morales et éthiques. Mais les grandes religions ont raison de se manifester, et il faut aussi noter qu'il ne s'agit pas d'une question à proprement parler religieuse, mais simplement humaine. Prendre soin, soutenir, eh bien, c'est dans le cœur de toute personne à conscience droite une exigence magnifique qui détermine d'ailleurs la qualité d'une société. Et une dernière question, quelques mots pour conclure, Tugdual Derville. 50 manifestations étaient organisées lundi dernier dans plusieurs villes de France, comme à Paris, où 500 personnes se sont réunies aux Invalides à l'appel d'Alliance Vita. D'autres mouvements sont-ils prévus dans les prochains jours ? Nous avons très symboliquement manifesté en justement disant qu'on voulait des soins et que la crise de notre système de santé rend encore plus scandaleux la perspective de la levée de l'interdit de tuer, et on va continuer effectivement à agir. J'invite les auditeurs à aller sur le site d'Alliance Vita, ils le trouveront facilement pour peut-être écrire à leurs parlementaires, et notre site le facilite, ou continuer effectivement à suivre cette actualité, car il y a ensuite, si la loi a été votée solennellement le 27 mai, mardi, il y a ensuite le passage au Sénat, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera, tout peut arriver, donc rien n'est jamais écrit par avance, et vraiment je nous encourage tous à ne pas désespérer sur ce sujet. L'histoire a montré que tout peut encore arriver, l'instabilité politique, d'autres sujets peuvent prendre le dessus. Ça serait d'ailleurs légitime qu'on aborde les priorités politiques autrement qu'en prétendant rendre urgent quelque chose qui risque de beaucoup déstabiliser la société, qui n'en a pas besoin. Donc restons vraiment reliés et on va voir un petit peu comment les choses tournent, mais en tout cas, il faut s'engager, effectivement. Merci Tugdual Derville pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le porte-parole d'Alliance Vita et je me permets de citer l'un de vos derniers essais. Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu, l'euthanasie et le suicide assisté démasqué, publié aux éditions Salvator en 2023. Encore merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Au revoir Maxence Éloi.